La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Et 7h, bonjour et bienvenue aux Matins éphémères ce lundi 27 septembre, un beau lundi. Alors, du soleil, on avait prévu de la pluie, finalement, ben pas. 7 degrés, c'est pas excessivement chaud, mais on va retomber un peu dans nos pattes là, avec les normales de saison aujourd'hui, puisqu'on prévoit 16 degrés, un peu de tout. Soleil, nuages de pluie, il y en aura pour tous les goûts. À l'émission ce matin, ben d'abord, je me présente, Caroline Stephenson, bien heureuse d'être avec vous. À l'émission, dans quelques instants, Georges Goma, ben il est là, je le salue. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Alors on parle de quoi ce matin? Tu sais, je te laisse le soin de faire ma job. Oui, mais écoute, ce matin on parle d'une affaire tout à fait particulière, c'est-à-dire qui s'est passé le 22 passé, donc le mercredi passé à Paris, un procès au tribunal de grande instance de Paris. Alors, un procès assez particulier qui oppose, n'est-ce pas, l'État congolais. L'État congolais qui s'est porté partie civile parce que en 2016, dans la suite de ce que nous avons reporté ici, le hold-up électoral au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso qui est sorti 4e avec 8% et qui s'est proclamé vainqueur en mettant les autres en prison. Alors dans la suite, les gens ont eu des réactions partout, même dans la diaspora. Et dans la diaspora, il y a des jeunes qui se sont constitués et qui sont constitués pour réagir face à cela et qui sont allés attaquer l'ambassade du Congo à Paris. Et ils ont incendié, pas l'ambassade est là, mais ils ont incendié l'ambassade du Congo-Brazzaville. Et ben, cette affaire a été jugée le 22 passé. Donc, on va parler de cette affaire-là et nous avons un invité au téléphone qui est Maître Brice Nzamba, qui est un célèbre avocat, n'est-ce pas, au barreau de Paris, qui sera à l'antenne aujourd'hui puisque c'est lui qui a défendu ces jeunes Congolais contre l'État congolais, défendu par des avocats en consortium, des avocats français. Eh bien, nous lui parlerons dans quelques instants. Merci beaucoup pour cette bonne mise en contexte. J'aurais pas fait mieux, Georges. À tout de suite. D'abord, on s'en va en musique. C'est Axel Red, une reprise d'Ataton, une version un peu différente si on veut. Alors toujours en compagnie de Georges Goma et son invité Maître Brice Nzamba, célèbre avocat du barreau de Paris. On va parler de cette affaire, de ce procès. Bonjour Monsieur Nzamba. Oui, bonjour madame. En direct de Paris, voilà, Georges avait fait, Georges a fait tout à l'heure une mise en contexte de la situation de ce procès qui a suivi l'incendie, procès qui a eu lieu le 22 septembre dernier. Donc, c'est encore tout chaud, là, ça fait à peine une semaine. Même pas une semaine, oui, c'est ça. Oui. Alors, je vais commencer par cette première question. Maître Brice Nzamba, merci d'être à l'antenne de CKRL, la plus vieille radio communautaire francophone en Amérique du Nord depuis 1973. C'est une grande radio. Hein? Alors, absolument. Alors, donc, Maître Nzamba, la mise en contexte, je ne sais pas si vous l'avez suivi assez rapidement. Vous savez très bien que vous avez défendu une affaire, une grosse affaire, on va dire une grosse affaire à Paris, qui oppose l'ambassade du Congo qui s'est portée partie civile sur une affaire qui s'est passée en 2016, c'est-à-dire l'incendie de l'ambassade du Congo. Et cet incendie a été revendiqué par un groupe de jeunes qu'on appelle des jeunes combattants. Et les jeunes combattants se sont constitués à la suite, n'est-ce pas, du retour en force des dictatures en Afrique et en particulier au Congo-Brazzaville. Et ces jeunes ont réagi de cette manière. Ils ont certainement eu suffisamment de raisons pour le faire. Et en regardant l'histoire du Congo et en ses rapports avec la France depuis la guerre civile, on peut trouver facilement ces raisons-là. Alors, vous avez défendu cette affaire. Pourquoi en voyant le verdict, pourquoi un tel verdict aussi sévère? Je ne sais pas si c'est encore le verdict, mais oui. Non, mais alors, ce qu'il faudrait dire, ce n'est pas encore le verdict. Hein. Ah, d'accord. Ce n'est pas encore le verdict, il s'agit des réquisitoires du procureur de la République. Parce que, comme vous devez le savoir, au cours d'un procès pénal, après que le magistrat ait rappelé les faits, interrogé les prévenus sur leur personnalité
et sur les faits pour lesquels ils sont attraits devant le tribunal. Vous avez la partie civile qui plaide et donc qui explique son préjudice relatif à l'affaire. Et vous avez par la suite le procureur qui, lui, représente la société, représente la loi, va donc requérir un certain nombre de peines contre les prévenus. Donc c'est ce que le procureur dans cette affaire a fait, c'est-à-dire qu'il a requis un certain nombre de peines, c'est-à-dire qu'il a requis 3 ans d'emprisonnement ferme contre ces jeunes qui étaient attraits devant le tribunal, aussi 5 ans d'interdiction de séjour en France et avec mandat de dépôt. Voilà, avec mandat de dépôt. Et donc par la suite, moi j'ai plaidé et le juge a décidé de rendre sa décision le 20 octobre. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de verdict, il n'y a pas encore de décision. C'est le juge qui va décider le 20 octobre prochain. Voilà. Ok, mais à ce moment-là, oui, mais quand même, vous avez parlé des 3 ans de prison ferme, d'emprisonnement, 5 ans, ferme, oui. Voilà, de 5 ans pour interdiction de séjour en France. Il y a aussi, on a vu, 120 000 € de préjudice matériel. Alors, oui, ça c'est la partie civile qui a fait les demandes. Parce que qui a fait les demandes. Civile, comme elle est victime. Elle s'est dit victime, donc elle a souffert d'un préjudice matériel. Elle a demandé donc une réparation à hauteur de 120 000 € pour le préjudice matériel que l'ambassade aurait subi et 10 000 € de préjudice moral et 2 500 € de remboursement des frais d'avocat. Donc c'est ça. Ok. Alors, donc plus globalement, peut-être Caro, plus globalement, alors, quelle est l'économie générale de ce procès? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce procès? Vous l'avez plaidé avec beaucoup de force. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès, Maître Bessinzamba? Oui, mais alors, ce qu'il faut retenir de ces procès, c'est que vous avez pour une première fois, au cours de l'histoire franco-congolaise, des ressortissants congolais qui arrivent à incendier l'ambassade du Congo en France. C'est une grande première. C'est une grande première. Et donc, la question qui se pose alors au niveau des autorités françaises, notamment judiciaires, est celle de savoir quelle réponse pénale apporter à cette affaire. Vous voyez? Parce que si on n'apporte pas une réponse pénale ferme, il y a le risque que cela puisse faire des émules, vous voyez, que cela puisse inspirer d'autres jeunes à l'avenir pour pouvoir aussi être tentés par la violence et donc incendier l'ambassade du Congo ou d'autres ambassades pour d'autres ressortissants. Vous voyez, donc il y a un enjeu important pour la France, pour la justice française, celle d'une part de faire preuve d'une certaine fermeté pour empêcher que ces faits inspirent d'autres personnes, et d'autre part aussi de pouvoir tenir compte de la compréhension en fait des mécanismes par lesquels ces jeunes en sont arrivés là, et de comprendre si ces jeunes ont évolué dans leur attrait à la violence ou pas, et donc prendre une décision qui va être proportionnée à la réalité de la personnalité de ces jeunes-là, à la réalité de l'évolution de vie de ces jeunes-là, et aussi à la réalité du fait que ces jeunes ont reconnu les faits, ont regretté les faits, et depuis lors, se sont départis de toute violence dans leur activité politique. Donc, le tribunal doit donc tenir compte de ces deux aspects, c'est-à-dire soit pencher du côté de la fermeté, soit pencher du côté d'une plus grande compréhension, voilà, en prenant en compte les éléments que je viens d'évoquer. Donc je pense que tout le procès a tourné autour de ces deux éléments, c'est-à-dire que vous avez un appel à la fermeté du côté de la partie civile, mais du côté aussi du procureur, puisque les deux, que ce soit la partie civile ou le procureur, ont évoqué la circonstance que ce serait la France qui aurait été attaquée. Oui. Que ce n'est pas l'État congolais qui a été attaqué, mais c'est la France qui a été attaquée. Par conséquent, il faut sévir, il faut prendre une décision ferme, des sanctions fermes. Voilà. Donc, mais nous en face, on a fait la démonstration qu'il ne s'agit pas, que ce n'est pas l'État français qui a été attaqué, puisque ces jeunes sont partis de chez eux non pas avec l'idée d'attaquer la France, mais avec l'idée d'abord de brûler des poubelles, et par la suite, avec évolution, ils ont décidé finalement d'incendier l'ambassade,
parce que pour eux, c'était le symbole du Congo. Ils s'attaquaient au symbole du Congo. Donc, ils s'attaquaient à ces symboles pour espérer attirer l'attention de la communauté internationale, de l'État français, sur la situation politique qui traversait le Congo à cette époque, qui était une situation politique de violence, puisqu'il y avait une répression qui s'abattait sur la région du Pôle. Mais justement, comme ici, en France, comme ici, le politique ou la justice est séparée du politique, mais est-ce que cette histoire-là, bien qu'elle soit juridique, là, ne pourrait pas rebondir dans la politique d'une façon ou d'une autre, de façon indirecte? Oui, mais moi je pense que cette affaire est éminemment politique. Parce que les autorités congolaises attendent de l'État français de la fermeté. C'est-à-dire que si les autorités françaises, par exemple, prennent des peines avec sursis, des condamnations avec sursis et pas des condamnations d'emprisonnement, l'État congolais peut considérer que l'État français est plutôt tolérant à l'égard des activistes congolais qui sont en France. Donc je pense que c'est une affaire qui est éminemment politique et qui peut avoir des répercussions sur la qualité des relations entre la France et l'État congolais. Voilà, mais comme nous on le dit souvent, quand la politique entre par la porte dans un prétoire, la justice s'enfuit par la fenêtre. Donc il faut craindre que les jeunes activistes puissent payer le prix d'une certaine stabilité des relations entre la France et le Congo, et qu'ils puissent être sacrifiés sur l'autel de ces intérêts-là. Voilà. Oui, mais je vais rebondir là-dessus, maître Nzamba. Mais vous évoquez, Caroline a évoqué la dimension politique de cette affaire juridique. Pourtant, et on sait très bien quand même la fameuse séparation des pouvoirs. La France est un grand pays qui devait veiller à cela. Et quand on regarde l'histoire du Congo avec la France, il y a quand même un ensemble de rapports assez incestueux entre ces deux entités-là. On sait votre confrère Éric Dupond-Moretti et bien d'autres avocats célèbres sur la place de Paris ont souvent intervenu, n'est-ce pas, en faveur de l'État congolais. Bon, est-ce que quand même, il n'y a pas un dérangement? Est-ce que ça dérange pas le système juridique français de voir un peu ces interférences des avocats congolais, français plutôt, dans les affaires congolaises, maître Nzamba? Non, moi je dirais que la France, moi je persiste à penser que la France est un État de droit et que le procureur représente le ministère de la Justice, donc il fait son travail et il représente la société. Il fait son travail en requérant des peines, puisque peu importe l'affaire pénale, le procureur il fait son travail. Donc c'est tout à fait normal jusque-là. Alors, moi, je pense que les juges français sont libres, ils sont indépendants, et ils vont rendre une décision qui est conforme à la loi, conforme à la personnalité des prévenus, conforme notamment à la gravité de ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai confiance en la justice française, parce que il faut dire que le procureur de la République avait requis un mandat de dépôt. Vous savez, le mandat de dépôt, c'est là, vous voulez dire que le juge devrait, le jour même de l'audience, prendre une décision pour que les prévenus soient le jour même arrêtés et mis en prison. Voilà. Mais le juge n'a pas suivi le procureur de la République, puisqu'il a décidé de renvoyer le délibéré à une autre date. Donc, ce qui fait que les prévenus sont rentrés chez eux libres. Et au 20 octobre, quand la décision va être rendue, ils seront toujours libres, puisqu'ils ne sont pas obligés de venir écouter la décision. Leur avocat peut les représenter. Donc je pense que là, à partir de cet élément déjà, on peut voir une certaine liberté du juge. C'est-à-dire que le juge n'a pas suivi cette réquisition-là. Donc moi, je pense que la justice française, on peut faire confiance à la justice française, et même si il y a des éléments politiques qui peuvent influer sur cette affaire, mais je persiste à penser que les juges français sont impartiaux, sont libres, sont indépendants et vont rendre une décision selon leur intime conviction. Donc voilà, donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Et dites-moi, dans l'éventualité où ils sont condamnés à la prison, est-ce que c'est de la prison à Paris, en France, ou alors ils seront expatriés au Congo?
Ah non, s'ils sont condamnés à la prison, ils vont être condamnés à la prison en France. Ah oui, bon. Mais maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est la peine d'interdiction de séjour de 5 ans. Ah oui. Parce que si on leur interdit le séjour pendant 5 ans, ça veut dire qu'il faut les renvoyer au Congo. Ben oui, c'est ça, éventuellement, Voilà. d'une façon Donc, ou d'une autre. Nous savons, et c'est ce que j'ai dit au tribunal, qu'il n'est pas possible pour ces jeunes de rentrer au Congo, parce que les renvoyer au Congo, ce serait les exposer à des traitements inhumains et dégradants. Voilà, puisque il y a même la maman d'un des prévenus, Monsieur Faye Monama, sa maman a été brutalisée au Congo, simplement parce que son fils est engagé politiquement en France. Donc on voit déjà la nature de ces régimes, et que si ces jeunes rentraient au Congo, ils seraient reçus à l'aéroport, pas avec des fleurs, mais pour les emmener vers des destinations dont nous, on ne saurait pas. Alors, leur vie est, en tout cas, oui, c'est ça. Leur vie est en danger là-bas, tout le moins leur qualité de vie, là, bien certainement. Mais par rapport au Maître Nzamba, par rapport au réquisitoire que vous nous avez apporté ici, en fait, quelles sont les chances que ces jeunes combattants ont, évidemment, pour que ce qui a été préconisé ne soit pas à ce niveau de sévérité? Alors, moi, je pense que, comme je vous expliquais d'entrée de jeu, il y a un double aspect dans cette affaire. C'est qu'il y a un aspect qui exige une certaine fermeté des autorités judiciaires françaises pour ne pas donner l'exemple, pour que cet acte ne soit pas un acte exemplaire, et pour dissuader éventuellement d'autres jeunes qui seraient candidats à ces genres d'actes. Donc, si le tribunal penche pour cette version des faits, ou cette lecture des choses, cette analyse, le tribunal aura tendance à pencher pour une décision plutôt ferme. Donc on peut éventuellement avoir une décision d'emprisonnement. C'est possible. Voilà. Maintenant, si le tribunal prend en compte l'évolution de la personnalité des prévenus, c'est-à-dire que les prévenus ont reconnu les faits, les prévenus ont regretté les faits, les prévenus ont tous une famille en France, et les prévenus n'ont plus jamais commis d'actes de violence depuis lors, dans ces conditions, le tribunal peut pencher pour une peine un peu plus souple, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est ce que nous on a demandé, pour que ces jeunes-là ne fassent pas de la prison. Voilà, donc ça, ce sont les deux aspects de cette affaire. Donc ça va dépendre d'où le tribunal peut pencher. Voilà. Maintenant, moi je pense que le tribunal va quand même tenir compte de l'évolution de la personnalité, de l'évolution de ces jeunes, parce que ils ont reconnu d'emblée les faits, ils ont regretté les faits, et ils ont dit qu'ils n'étaient pas fiers de ce qu'ils avaient fait. Et c'est des jeunes qui, depuis lors, ont fondé des familles en France. Pour certains d'entre eux, ils travaillent en France. Et donc, je ne vois pas pourquoi prendre une sanction d'emprisonnement ferme, ça me semblerait un peu disproportionné par rapport à la réalité de la personnalité actuelle de ces jeunes prévenus. Donc ça, c'est mon analyse. Oui, bien sûr. Mais peut-être... j'allais demander, au Congo, comment est-ce qu'on suit cette affaire-là? Est-ce que, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais du côté du Congo, quels sons de cloche on pourrait... est-ce que la justice suit cette affaire-là? Oui, mais il faut dire que les autorités congolaises suivent cette affaire, puisque pour elles, il s'agit de faire un exemple. Ben oui, aussi, il faut que la justice française soit ferme, rigoureuse, stricte pour faire un exemple contre des jeunes Congolais qui sont engagés politiquement en France. Donc les autorités congolaises suivent cette affaire, oui, tout à fait, puisqu'elles ont constitué avocats, elles ont payé les services d'un cabinet d'avocats pour défendre leurs intérêts. Donc, pour elles, ce qui se passe en France par rapport à cette affaire, c'est important. Donc ça, c'est sûr. Bon, peut-être cette dernière question. Il se pose, Maître Nzamba, quand même, la légitimité des actes qui sont posés par ce qu'on appelle la diaspora. Et puis la diaspora, on le sait aussi que quand même c'est devenu pas seulement une diaspora militante, mais aussi une diaspora politique. La preuve, le président Macron avait reçu à une époque les membres de la diaspora de plus en plus pour aborder les problèmes politiques en Afrique. Alors ma question c'est au-delà de la justice, du droit, mais on se pose la question de la légitimité, n'est-ce pas, de l'action de ces combattants en France. Oui, mais alors, ce qu'il faut dire, parce que la France est un État de droit, on a le droit d'accomplir tous les actes de la liberté d'expression en France, c'est-à-dire manifester,
tenir des réunions, tenir des meetings en salle. On a ces droits-là en France. En revanche, on n'a pas le droit de recourir à la violence. Voilà. Donc ça, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Donc les diasporas africaines sont libres de s'engager politiquement en France, de pouvoir manifester leurs idées politiques en France sans problème, aussi longtemps qu'elles restent dans le cadre de la loi. Voilà, c'est ça. Et la loi proscrit le recours à la violence. Donc c'est ça, en fait. Donc c'est le Rubicon qu'il ne faut pas franchir. Donc moi je pense que nous, les jeunes qui ont été déférés, ces jeunes ont par outrance, par manque de maîtrise de soi, par débordement de colère par rapport à ce qui s'est passé au Congo, ils se sont laissés emporter et ont accompli cet acte de violence. Donc, mais eux, ils ne le justifiaient pas, mais ils appelaient le tribunal à la compréhension de leur acte et pas à la justification. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qu'ils ont fait, mais on ne le justifie pas. Voilà. Bon, alors Monsieur Nzamba, on suivra cette affaire. Vous avez dit que le verdict tombera autour du 20 octobre? Du 20 octobre, oui. Voilà. Octobre. Alors on peut soit se reparler ou en tout cas on se fie sur Georges pour suivre cette affaire et voir quel sera le verdict. Merci infiniment pour cet entretien de Paris, Monsieur Brice Nzamba. Je vous remercie, madame. Merci à vous également. Merci. Bon Georges, c'était vraiment intéressant tout ça. On se reparle, on s'en reparlera dans 2 semaines, on verra la suite. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera à quelle date? On sera pas loin. Hein. Mais alors, ça sera l'émission d'après. Nous, on se parle quand même dans 2 semaines. Nous, c'est ça, exactement. Autour du 20, voilà. Voilà. Même si on ne fait pas une émission autour de ça, je donnerai la réponse. On est bien curieux et voilà. Il parle bien, cet avocat. Voilà. C'est un célèbre avocat de Paris. Il a défendu beaucoup d'affaires à Paris. Alors, il est très connu. Voilà. Très jeune avocat. Ah ouais, très intéressant. Voilà. Merci maintenant. Merci Georges, c'était un plaisir. Bonne journée. Caro, bonne journée. Bye bye. Bon, alors nous on poursuit, on fait une petite pause et de l'autre côté, on va parler de la détresse des infirmières ici au Québec. On va pas bien loin, hein. On reste ici avec le docteur Jean Drouin. À tout de suite.